Viens, viens Kelly. Voilà, allez, viens. La sensation, c'est quand je rentre chez moi que je suis bien. C'est le bonheur, quoi. En plus, la journée est magnifique, du soleil, du ciel bleu. Martine vit dans cet immeuble à appartements sociaux de Charleroi depuis 25 ans. Et pourtant, jamais elle ne s'était sentie aussi bien chez elle. Je vous en prie, entrez. Et voilà mon hall bleu de Chine. Vous avez ici ma chambre rose. Voilà. Nous avons ensuite mon petit salon, couleur bordeaux et rouge, couleur que je préfère. Et on termine par ma cuisine. Donc ici, vous avez les couleurs jaunes et framboises. Vous payez combien? Ben ici, avec ma petite pension, je paye, je vais dire presque 500 € avec les charges. Hein. Je ne saurais jamais me permettre d'avoir un logement chez un privé. C'est impossible. Non, ça c'est impossible. La nouvelle déco est signée Martine. Pour le reste, c'est le propriétaire qui s'en charge. Nouvelle salle de bain, extension de la petite cuisine et surtout isolation complète du logement. Quand on est chez nous maintenant, on a chaud. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, rien que ce mot-là, avoir chaud. On a chaud quand on rentre ici. Avant, non. Il faisait très froid. Il faisait très froid. J'étais confinée dans la chambre tout le temps. On remercie chaleureusement la Sambrienne. Le logement de Martine dépend donc de la Sambrienne, la plus grande société de logements sociaux de Wallonie. Elle possède 9500 maisons et appartements et loge 18 000 personnes dans la commune de Charleroi. La Sambrienne, c'est près d'une habitation sur 10 sur le territoire carolo. Certains locataires de la Sambrienne se disent heureux, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. Tant qu'ils touchent leur argent, le reste, ils s'en foutent. En fait, on nous prend pour des moins que rien. Les appartements et maisons sociales vieillissent, l'humidité fait des ravages. Quand ça siffle, c'est mauvais. De nombreux logements deviennent inhabitables. Mais la société manque d'argent pour tout rénover. La Sambrienne remplit sa mission du mieux qu'elle le peut avec les moyens dont elle dispose. Les logements vides s'accumulent, génèrent de la frustration et un sentiment d'insécurité. Je n'ai pas fait des enfants pour les mettre dans un cercueil à la base. Des représailles. Les incendies criminels effraient les locataires. Pour moi, on allait tous mourir. Et quand ils débouchent sur un drame, la question du suivi de la société de logement devient tout à coup centrale. C'est une faute lourde dans le chef de la Sambrienne qui n'a pas agi en bon père de famille vis-à-vis de ses occupants. Pour nous, c'est indispensable en fait que ma maman ne soit pas morte pour rien. À quel point la Sambrienne est-elle victime? À quel point est-elle responsable? On a mené l'enquête. On peut rentrer par là, j'imagine. Donc là, vous nous avez emmenés. C'est la Cité de l'Europe, c'est ça? Cité de l'Europe, effectivement, on est ici sur Montigny-sur-Sambre. Nous débutons notre enquête en compagnie de David Conte, le porte-parole de la Sambrienne. Nous sommes dans le quartier de Martine, c'est lui qui nous l'a suggéré. Il a choisi ce lieu pour ses 3 tours. Elle symbolise le défi crucial que la Sambrienne doit relever. Son parc immobilier vieillissant, la société doit rénover 2000 logements en 10 ans. L'objectif de ces rénovations, c'est vraiment d'être au cœur de notre mission, offrir un logement décent et avec un loyer abordable. Et un loyer abordable, ça comprend aussi justement des consommations réduites, donc des charges réduites et donc des logements beaucoup plus performants. Ça rentre aussi dans un objectif qui est plus sociétal, qui est que le logement public peut servir d'exemple et montrer ce qu'on sait faire. On ne peut pas ignorer les impacts climatiques, on ne peut pas ignorer la question énergétique et donc on doit aussi pouvoir être un exemple de ce qui peut se faire en termes de rénovation énergétique et un petit peu mener ce combat. La rénovation est réussie et le discours est bien rodé. Mais derrière cette belle façade se cache une situation financière préoccupante. Comme toutes les sociétés de logements sociaux, la Sambrienne est détenue par des acteurs publics. La commune et le CPS de Charleroi, principalement, mais aussi la région wallonne et la province de Hainaut. La Sambrienne se finance principalement grâce aux loyers perçus chaque mois, aux subsides de la région et aux emprunts auprès de sa tutelle, la Société wallonne du logement. Mais cela ne suffit pas pour payer ses 175 travailleurs
et gérer son vieux patrimoine. La trésorerie est dans le rouge, moins 45 millions d'euros. La Sambrienne n'est pas seulement la plus grande, c'est aussi la société de logement public la plus endettée de Wallonie. On est dans une situation financière qui effectivement est tendue et ne nous permet pas de mener tous les projets qu'on aurait envie de mener. Il y a des logements qu'on sait qui ont besoin de rénovation et qu'on doit garder en réserve en attente de prochains financements. Dans l'ombre de ces immeubles complètement rénovés, des locataires se sentent abandonnés. Claudie, déficient visuel, vit depuis 10 ans dans cette petite maison sociale des années 70. Charmante, en apparence. Je vais vous montrer les toilettes. Voilà, ça fait passer 1 an que c'est comme ça. Alors je vais vous montrer autre chose. On va donc vous parler d'humidité. Cela peut paraître banal, mais quand le problème n'est pas traité, il peut vite virer au cauchemar. Les dégâts s'étendent jusqu'à fragiliser les habitations et menacer la santé. Ici, j'ai prévenu la Sambrienne comme quoi il y avait une fuite dans la cuisine. Ils ont venu sur la toiture ressouder un morceau de je sais pas quoi, soi-disant que maintenant il n'y aurait plus de problème, et quand il pleut, ça coule toujours dans la cuisine. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est il y a combien de temps? Il y a 5 mois. Alors je leur ai dit, quand ils sont venus, il pleut dans ma maison. Et ils ont rigolé. Après plusieurs mois d'attente, Claudie a décidé d'attaquer la Sambrienne en justice. Des fois à 2h, 3h au matin, je suis debout, tellement que je pense, tellement que je m'énerve. D'ailleurs, j'ai même des calmants à prendre, tellement que je suis trop nerveux. Pourquoi vous êtes nerveux? Parce qu'ils font rien. Et qu'on me prend pour un pantin. Mais par contre, si vous êtes en retard d'un loyer, vous ne tracassez pas, vous avez déjà une lettre directement. Et quand vous avez un problème, que vous envoyez des mails ou par téléphone, on prend bien le temps. On a voulu déterminer si Claudie était un cas isolé ou, au contraire, un exemple typique de ce qui existe ailleurs à la Sambrienne. Et surtout, on s'est demandé qui était responsable de ces problèmes. Je vous suis à chaque fois, d'accord? Nous avons donc sollicité les services d'un ingénieur architecte, expert des questions d'humidité. Très beau quartier, Bah oui. De l'extérieur? de l'extérieur. Jean a travaillé avec les juges de paix pour expertiser des logements pendant plus de 30 ans. Bonjour. Bonjour. Nous lui avons fait visiter les logements des locataires qui se disent lésés. On va lui permettre de regarder un petit peu les pièces, Oui, ça analyser va. l'aération. D'accord. Premier Ici, on constat, sentait le vent et il n'y a tout, plus qui qu'un passait, convecteur le pour vent chauffer faisait tout plus le fort. rez-de-chaussée. Et c'est ça qu'on leur demande un feu à la Sambrienne, mais ils veulent pas le mettre, alors... L'autre n'était plus fonctionnel. La société l'a fait enlever, mais ne l'a jamais remplacé en 10 ans. Et on vous a laissé comme ça. Bon. Il y a quand même, je sais pas moi, 50 mètres carrés à chauffer ici. Ben ouais. Notre expert l'ignore encore, mais il va découvrir une longue série de problèmes. Et je vois qu'il n'y a que... La haute qu'on La a... haute. Et c'est nous qui l'a mis, ça. C'est vous qui l'avez mise. Ouais. D'accord. Dans les calculs de la région Wallonne, une haute ne compte pas. Il faut une extraction extérieure en cheminée ou bien un extracteur électrique. Alors je vois que vous avez un WC ici, oui. Oui. Normalement, les WC aussi, selon la réglementation de la région Wallonne, doivent avoir une extraction. C'est impossible d'avoir un courant d'air parce qu'il n'y a pas de passage sous la porte. Non. Il faut 15 mm d'après la région Wallonne et on en a 5. À l'hiver, il y a de l'eau qui coule dans le WC, sur les murs. Ah bon? Ah oui. Si vous permettez, dans la salle de bain, l'humidité. Oui, Cette oui, fois, bien sûr. il y a bien un extracteur. Regardez. Le problème, c'est qu'il ne donne pas sur l'extérieur. Ben, je vois qu'elle donne vers la maison voisine, donc elle ne donne même pas à l'extérieur. Vous voyez ça souvent, un extracteur qui donne dans un mur? Non, jamais. C'est la première fois. Quand ça siffle, c'est mauvais. Et l'aération n'est pas le seul problème. Notre ingénieur architecte découvre aussi une fuite dans le mur de la salle de bain. Donc là, vous avez 100% d'humidité. Oui, c'est comme quand ils viennent, ben, ils démontent tout là, ils regardent. Ah ben non, il n'y a pas de fuite. Et puis alors ils remettent et puis ils partent. C'est tout. Reste la chambre située en face de la salle de bain. Le plafond est noir. Oh là, c'est pire. L'odeur d'humidité prend directement à la gorge.
Ouh là là. Oui, il a été fait il n'y a pas longtemps, hein. Donc, Parce qu'on le frotte assez souvent, et malgré qu'on le frotte, Attention, parce que je vois cette tâche-là qui est très importante, qui fait plus d'1 mètre carré si on ajoute tout le reste, et il risque d'y avoir dedans des moisissures qui sont dangereuses pour la santé. Et j'ai vérifié le passage d'air sous la porte ici, il est insuffisant. Donc l'air ne sait même pas se diriger vers la salle de bain pour être évacué par une évacuation qui ne marche pas de toute façon. Qu'est-ce que la Sambrienne vous répond quand vous dites qu'il y a des problèmes d'humidité chez vous? qu'il faut chauffer ou aérer. Ils ne font rien d'autre. Mais c'est impossible de suivre les conseils de la Sambrienne puisque la ventilation ne marche pas. Le locataire ici, il est impuissant. Il ne saurait pas ventiler comme il faut puisque les règles toutes simples de la région wallonne n'ont pas été respectées. Est-ce que ça pourrait fonctionner avec un budget raisonnable? Oh, tout à fait. Le coût d'un extracteur, c'est 300 €, donc il y a 2 extracteurs à mettre, 3 puisque dans la salle de bain, donc ça fait on va arriver à 1 000 €, quoi. Et on voit que l'eau coule vraiment Au très, total, très fort. nous visiterons 6 logements avec notre expert. Il n'hésitera jamais à pointer la Sambrienne quand ce sera nécessaire, Bonjour. Bonjour madame. mais il n'épargnera pas non plus les locataires fautifs. La locataire doit déboucher les ouvertures de drainage. Ce n'est pas à la société de logement de venir faire ça, c'est tellement peu de choses. C'est une question d'entretien de la locataire ici. Bonjour, ça va? Bonjour. Comment ça va? Ça va. Évidemment, nous sollicitons l'avis de notre ingénieur architecte sur le logement de Claudie. Donc on prend l'air de votre chambre. Il va découvrir et on un rejette problème dans le qui avait salon. échappé à tout le monde jusqu'ici. Le logement dispose bien d'un mécanisme dit de ventilation contrôlée, une VMC, mais le dispositif a été placé Pardon. à l'envers. La vapeur d'eau arrive dans sa chambre au lieu d'en sortir. L'intervention de la Sambrienne a donc aggravé les problèmes. Et Claudie pourrait prochainement en faire les frais. En quelques semaines, sa situation s'est encore compliquée. La Sambrienne devait résoudre ses problèmes d'humidité dans les 3 mois sur ordre d'experts de la ville, mais rien n'a été fait. Il appert que votre propriétaire ne s'est pas conformé au Le courrier bourgmestre du de Charleroi envisage de déclarer son logement Je vous informe inhabitable. que monsieur le bourgmestre envisage la prise d'un arrêté d'inhabitabilité pour votre logement. C'est ce qu'indique la lettre qu'il vient de recevoir. Ben, ils peuvent me mettre dehors quand ils veulent, quoi. Pour notre expert, cette situation était tout à fait évitable. Je pense que le service technique est insuffisant auprès de la société de logement. Il y a quelque chose qui manque, je ne sais pas. Est-ce qu'ils n'ont pas un responsable technique qui connaît bien les règles ou qui les fait appliquer? Parce que le cas de la VMC, notamment, il y a un contrôle du chantier qui est laxiste. Vous avez, vous, côtoyé d'autres sociétés de logements sociaux où tout se passait bien? Oui, absolument. Il y a des sociétés de logements sociaux qui ont une équipe technique qui est compétente et qui intervient dès qu'il y a un souci ou qui font ce qu'il faut régulièrement pour améliorer les logements, les isoler, etc. etc. Donc ça existe. Face à ces arguments, la Sambrienne précise que ses équipes font tout pour assurer un suivi de qualité malgré des moyens financiers limités et un nombre important de logements à gérer. On vous a dit que l'humidité dans les logements pouvait causer des problèmes de santé. Vous vous souvenez d'Yvette? Elle nous a expliqué être régulièrement essoufflée et souffrir de bronchies de plus en plus fréquentes. Son médecin lui a conseillé d'aller voir un pneumologue. Et Yvette nous a autorisé à l'accompagner. On prend beaucoup d'air. Soufflez. Très bien. Vous êtes locataire alors? Locataire, ouais. De maison de cité. Ah oui, maison sociale, ok. Ok, et c'est nouveau, cette tache noire, ça a apparu... Ah non, il y a longtemps, mais... Ça fait longtemps. Ouais. Les moisissures, elles vont sécréter des particules dans l'air qui peuvent être irritantes pour les voies respiratoires, que ce soit au niveau du nez, de la gorge ou des bronches ou des poumons. Et alors, ça va créer de l'inflammation à ce niveau-là et donc générer des symptômes. Ça peut être des problèmes de sinusite, ça peut être des problèmes de démangeaison dans la gorge, des problèmes de toux, de difficultés respiratoires, d'inflammation dans les poumons. Et ce, donc, à divers niveaux en fonction de si le patient a déjà d'autres problèmes de santé derrière ou pas. Yvette devra réaliser d'autres tests pour connaître l'origine de ses problèmes de santé. Mais ce rendez-vous nous aura permis d'avoir la confirmation que sa situation est vécue par d'autres locataires
de la Sambrienne. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire des courriers, justement, en alertant sur l'état de santé du patient, parce qu'on voit quand même qu'il y a vraiment une corrélation entre cet environnement qui est nocif et leur état respiratoire. Mais la plupart du temps, ça n'a pas beaucoup de poids. C'est déjà arrivé. J'ai 1 ou 2 patients qui ont vraiment réussi, à force de beaucoup de motivation, de lettres de divers spécialistes, de se faire changer de logement. Mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités non plus. Donc, Et vous avez vu une différence pour eux qui ont gagné un autre logement? Ah oui. Ceux chez qui on y est arrivé, à chaque fois, ils ont vu une différence. L'humidité ne ravage pas que les petites maisons individuelles. Elle touche aussi les tours à appartements. Dans ces 3 immeubles, le problème est généralisé et connu de la société de logement depuis plus de 10 ans. Nous y avons rencontré de nombreux locataires et tous, ou presque, racontent la même histoire. Ça, c'est chez moi, c'est dans ma chambre. Les toilettes, au niveau de l'aération, le living et la cuisine. Ça, c'est les papiers peints que j'ai décrochés, qui se décrochaient du mur, en fait, tout simplement. Pourtant, malgré une insalubrité parfois évidente, près de la moitié des 120 logements sont encore habités. Si vous voulez rentrer et même regarder. Au détour d'un couloir, nous croisons Jean-Jacques. Voilà ce qui se passe à la plateforme. Là, j'ai mis du produit moi-même, hydrofuge cet été. Vous pouvez venir même filmer dans la cuisine, vous verrez qu'il y a l'humidité ascendante et descendante. Mais ah oui, mais ils ne font rien. La stratégie de la Sambrienne pour ces 3 immeubles est difficile à saisir. Des locataires nous renseignent cet appartement. Regardez, le logement a été complètement rénové il y a 2 ans. La Sambrienne y a investi plus de 30 000 €. Mais il est resté vide, jamais reloué à cause des problèmes d'humidité qui n'ont pas été résolus. Les locataires sont écœurés. Ils ont tous reçu le même courrier. En juin prochain, ils seront relogés définitivement ailleurs. On aurait pu les penser soulagés, mais eux se sentent arrachés à leur cadre de vie et sont persuadés que ce déménagement forcé aurait pu être évité si tout avait été mieux géré. Je panique pas, je suis dévastée. Je suis dévastée, je suis triste. Et puis, je suis désolé, il y a une forme de colère quelque part. Quand tu vois que ça fait plus de 10 ans qu'on réclame quelque chose. Tu dois payer ton loyer. C'est ça. Les problèmes étaient vraiment à ses débuts. Donc ils auraient agi rapidement, on ne serait pas arrivé là. Et tout le monde le dit. Tout le monde le dit dans l'immeuble. La lettre est sans équivoque. On peut y lire que des travaux sont prévus pour améliorer la salubrité et les performances énergétiques. Mais dans la réalité, ce n'est pas aussi clair. L'avenir du quartier est incertain. C'est ce que nous allons découvrir en nous rendant dans les bureaux de la Sambrienne. Nous avons demandé une interview avec son directeur, mais c'est finalement le porte-parole qui nous a répondu. Vous savez, vous, au sein de la Sambrienne, ce qui va advenir du site? On sait que ce qu'on sait actuellement, c'est que le site va être vidé. Les questions qui se posent, et qui sont des questions très complexes, vu les budgets alloués aux rénovations, et vu justement les doutes sur certains budgets de rénovation, font qu'on ne sait pas ensuite ce qui adviendra de ce bloc. Dans la lettre que vous avez envoyée aux locataires, il est marqué explicitement, et là je cite, de travaux de grande ampleur prévus par la Sambrienne dans l'immeuble. Donc là j'ai du mal à suivre. D'un côté vous dites qu'il n'y a rien qui est tranché par rapport au budget, mais dans la lettre que les locataires ont reçue il y a une semaine... Il y a plusieurs scénarios de travaux de grande ampleur, oui. Donc il y aura des travaux dans cet immeuble quoi qu'il arrive? Il y aura des travaux dans cet immeuble, effectivement. Ce ne sera pas détruit? Ça, ce n'est pas encore décidé. On a aussi évoqué le cas de Claudie, qui risque de perdre son logement devenu insalubre, notamment à cause d'une ventilation placée à l'envers. Est-ce que cet arrêté d'inhabitabilité, il n'était pas évitable dans ce cas-là? Il aurait été évitable, effectivement, oui. On comprend là la situation dans laquelle ce locataire est. Maintenant, sans voir le dossier, je ne peux pas admettre une faute de la part de la Sambrienne. Je ne
peut qu'inviter à contacter les équipes compétentes là-dedans et rappeler qu'on fera ce qui est possible avec, effectivement, peut-être une possibilité d'avoir fait une erreur. Oui. Nous allons approfondir un élément interpellant soulevé lors de notre visite à Warmonceau. Le nombre de logements sociaux vides. En se baladant dans différentes cités, on en a vu beaucoup. Vraiment beaucoup. Et ça irrite les habitants. Il y a des logements vides depuis des mois. Moi, je peux vous dire, celui qui est en face, en première, parce que j'habite au deuxième, je le vois tous les jours, ça fait peut-être... Déjà, avant qu'il commence les travaux, ça fait 5 ans qu'il est vide. En plus, les gens sont en manque de logement. On laisse les gens... Ah non, on n'a pas. Il y a plein de logements vides, des maisons vides qui sont là des mois. Après, ils disent qu'il y a un manque à gagner. Ben oui. À l'issue de cette rencontre, nous nous posons une question. Combien de logements de la Sambrienne sont inoccupés? On a fouillé les rapports officiels. Et la surprise, la Sambrienne met en avant des chiffres qui semblent ne pas coller avec ce que nous disent les habitants. Elle renseigne un taux d'occupation de ces logements de 97,9%. Il n'y aurait donc que 2 petits pourcents de logements inoccupés? Alors, comment expliquer cette différence entre le ressenti des habitants et ces chiffres? En fait, la société exclut de son calcul les centaines de logements déclarés en cours de travaux. Seul problème, certains le sont depuis plusieurs mois, voire carrément des années, sans que le moindre coup de marteau ou de pinceau ait été donné. En réalité, si l'on ajoute ces logements en travaux à ceux officiellement vides, 13% du parc de logements de la Sambrienne est inoccupé. 1200 logements vides, pendant que 5000 familles sont sur liste d'attente. Et nous ne sommes pas les seuls à être interpellés par ces chiffres. La Société Wallonne du Logement, chargée de contrôler la Sambrienne, a aussi tiré la sonnette d'alarme. Elle exige un plan d'action pour ramener le taux d'inoccupation sous la barre des 8% avant 2030. Ce plan confidentiel, le voici. La Sambrienne prend un virage assumé. Une remise en location rapide, quitte à sacrifier le confort des locataires. Afin de réduire le temps de rénovation, nous minimisons le plus possible les travaux de confort. Sur le terrain, cette décision a des conséquences concrètes. Au fil des semaines, nous avons constaté plusieurs logements reloués à la hâte, sans remise en état digne de ce nom. Des logements humides, sales, avec des cafards. Ou même sans eau chaude dans la cuisine durant plusieurs semaines. Plusieurs ouvriers croisés durant notre enquête confirment d'ailleurs ce constat. On pourrait reprendre les clés du locataire sortant et les remettre au suivant, ce serait pareil. La Sambrienne est débordée et nous, on est dégoûtés. Pour l'humidité, on leur dit, il faut la traiter en s'attaquant au problème. On a une peinture spéciale pour mettre dessus, mais la merde, elle reste toujours dans le mur. Du coup, ça sert quasiment à rien. On doit réduire le travail pour vite relouer, mais c'est une bombe à retardement, parce que les gens refusent le logement ou se plaignent directement une fois installés. Est-ce que votre standard locatif, l'état du logement au moment où vous le louez, il a changé au fil des ans, ou il est resté stable? Il a changé, effectivement. Vous pouvez en dire plus? Et certaines interventions ont été décidées pour justement permettre une relocation plus facile, plus rapide surtout. Certaines interventions ont été retirées de selon un standard locatif. Des exemples? Pas comme ça par cœur, non. Est-ce que vous estimez remplir pour tous les locataires votre mission de base, c'est-à-dire offrir un logement décent? J'estime, et là je parle en mon nom personnel malheureusement, que la Sambrienne remplit sa mission du mieux qu'elle le peut avec les moyens dont elle dispose. C'est l'impératif qu'on doit tenir. Dans certains quartiers, pour relouer des logements vides, il faut travailler sur le sentiment d'insécurité. On vous emmène à Gilly, à la cité du Rambulant. Le quartier n'est pas choisi au hasard. Il a longtemps été pointé du doigt par ses habitants pour ses problèmes de sécurité. Et aujourd'hui,
Il fait partie du fameux plan d'action contre les logements inoccupés. Remettre en location les logements du Rambullan à Gilly en y intégrant une solution globale pour la problématique de sécurité, statut, terminé. Au total, 500 000 €, en partie des subsides, ont été dépensés pour sécuriser le site. Caméras de surveillance, portes sécurisées, nouvel éclairage, façade repeinte. Nous sommes donc allés voir le résultat. Commençons par les caméras. Les atteindre est un jeu d'enfant et toutes sont recouvertes de peinture. Poursuivons avec les portes. Elles sont censées être sécurisées, mais certaines sont fracturées depuis plusieurs mois sans la moindre réparation. L'accès au bâtiment est tout ce qu'il y a de plus simple. La porte est ouverte. Pas sûr qu'on puisse parler d'une amélioration de la sécurité au Rambullan. Mais on a voulu aller plus loin. Le plan de sécurisation s'est étendu à d'autres quartiers de la Sambrienne. On s'est demandé si, ailleurs, les nouvelles portes installées ces 5 dernières années jouaient leur rôle. On a multiplié les visites aux 4 coins de Charleroi et le résultat est pour le moins mitigé. J'ouvre la porte sans rien. Voilà. Okay, donc ça sert à quoi voilà. alors ça? Je crois que ça ne sert à rien. C'est juste une petite garniture qu'on a payé 15 €. Comme ça? Ah, comme ça. Donc si je tire fort, ça va fonctionner? Ouais. Vous pouvez tirer ça 2 secondes? Oui. Voilà. Ah ouais. Donc même celle-là. C'est foutu. C'est foutu comme vous dites. Ici maintenant, regardez, on rentre comme pour rien. Il n'y a aucune sécurité. Tous les deux pas. Ça fait combien de temps qu'on rentre comme ça, comme pour rien, comme vous dites? Ça fait 1 an et demi. Plus ou moins 1 an et demi. Et ça n'a pas été réparé? Non, mais ça va être réparé. Ils ont dit qu'ils allaient venir réparer. Ils ont dit ça quand? Oh, il y a quoi? Peut-être 5-6 mois. Ils étaient venus pour mesurer les portes. Et depuis? Depuis rien. Sur 50 immeubles observés, nous avons décompté 13 nouvelles portes déjà cassées, parfois depuis plusieurs mois. Une porte sur 4, inutilisable, dans un plan censé renforcer la sécurité. À l'origine, rien n'annonçait une pareille dégradation. Lors de sa création, l'Allée verte, c'était avant tout une belle promesse. Celle d'offrir un toit décent et un cadre de vie serein aux plus démunis. À l'Allée verte à Jumet, une vie communautaire nouvelle prend son essor. Seul l'avenir nous dira s'il s'agit d'un rêve. 50 ans plus tard, où en est ce rêve? Vous allez vite comprendre. Oui, tous les appartements ont fait fermer là. Ouais. Mais ça, c'était des squatteurs. Ok. Là-dedans, il y avait des quantités de cocaïne énormes et il y a eu des règlements de compte, on est tiré au virgule et tout ça. Vous me posez les questions que vous voulez, vous allez voir, ils vont tous vous dire la même chose. Une lutte de territoire gangrène le quartier sur fond de trafic de drogue. La preuve, les tarifs sont visibles de tous. Les horaires aussi. 24 heures sur 24. Un commerce permanent depuis que les dealers squattent les nombreux appartements vides. Parfois, la guerre des clans fait même irruption. Là, on ne l'attend pas. Jusque dans la vie des habitants les plus tranquilles. Ils ont cru que c'était chez moi, ils ont pété mes carreaux, ils ont lancé une bombe lacrymogène. Ici? Ouais. Oui, ils font ça pour nous empêcher de respirer et sortir. Alors il y en a un qui attend avec un taser. Mais ça, c'est parce qu'il fait sûrement de l'argent ou entre bandes rivales, non, c'est pas moi. Ça, c'est... Ma gorge est mal, c'est depuis ce moment-là. Quand je suis un peu stressé, hop, ça recommence. J'étais toute seule devant la maison et après ils ont commencé à se battre et j'ai vu le fusil et après ils ont voulu tirer. Depuis ce jour-là, je me sens mal et quand je fais des cauchemars de ça, à chaque fois je pleure. Ils ont squatté les appartements. Donc ils ont squatté le 1, ils ont squatté le 10, ils ont squatté le 27, le 31. Mais le problème qui se passe, c'est parce qu'ils ne savent pas se battre sans avoir des armes. Je n'ai pas fait des enfants pour les mettre dans un cercueil à la base. Voilà.
Pour prouver que leur peur n'a rien d'exagéré, les locataires nous ont montré ces images. Ils sont entrés dans un squat après intervention de la police et ont fait une découverte surprenante. T'as vu la batte de baseball? Regarde les couteaux. Sur la quinzaine de témoignages recueillis lors de nos venues, personne n'aura osé s'exprimer face caméra. Mais une adolescente nous confiera ce bout de papier. Nous entendons souvent des coups de feu. Nous nous sommes fait voler plusieurs fois chez nous. Nous avons aussi une voiture qui s'est fait voler en bas de chez nous. Ma sœur s'est également fait voler sa plaque d'immatriculation. Ce genre de délit se passe quasiment toujours. Elle n'a pas voulu prendre le moindre risque. Et son choix prend tout son sens quand on voit ces images. Des représailles. La voiture d'un locataire incendiée au pied d'un immeuble de l'allée. La Sambrienne connaît la situation et a pris l'habitude de barricader les logements de l'allée verte après une expulsion. Squatter aussi. En réalité, seule une poignée d'appartements sont squattés par des dealers. Les autres le sont par des gens qui n'ont aucune autre solution pour se loger. Il n'empêche, pour la Sambrienne, le phénomène prend de l'ampleur et complique encore sa lutte contre les logements vides. Entre le moment où notre service juridique est prévenu qu'un squat est dans un logement et le moment où on obtient la décision de justice et on arrive à l'expulsion, le délai moyen, c'est 145 jours. Et ça, c'est pas un délai de gestion de la Sambrienne, c'est un délai judiciaire, c'est le délai de la procédure. Et ça ne reprend pas, en plus, après ça, le temps qu'il faut pour remettre le logement en état, qui dans certains cas est très long. On récupère parfois des logements qui ont été squattés, qui sont dans un état lamentable. Pour les locataires, la Sambrienne a trop tardé avant de réagir. Mais la société de logement leur répond qu'elle n'est que propriétaire, que ce n'est pas son rôle de gérer les problèmes de drogue et de squats violents. Mais un autre phénomène touche directement à ses obligations de sécurité, les incendies criminels. Je peux encore revoir son souvenir nous faisant signe là quand on s'en allait depuis sa fenêtre. Ouais. Ma mère vivait dans la hantise des incendies. C'est sûr que de savoir qu'elle a connu la mort qu'elle redoutait, c'est pas facile à vivre pour nous. À l'heure où elle meurt, moi je suis à un spectacle d'un humoriste et je ris aux éclats et j'ai du mal à vivre le fait que pendant que moi je riais aux éclats, ma mère agonisait dans cet immeuble. Le 15 mars 2025, un incendie fait rage dans un immeuble de la Sambrienne. Un incendie d'origine criminelle. Mirella, une locataire du 6e étage, va y perdre la vie. C'est passé comment? Donc j'étais moi, ma fille et ma petite fille, et on était à la maison tranquille. Puis il y a l'alarme qui s'est déclenchée, mais comme elle se déclenche des fois comme ça, sans raison, ma fille, elle veut quand même aller voir, donc elle descend. Et puis elle remonte en hurlant. Il y a le feu en bas, il y a le feu en bas, monté. Très vite, la porte d'entrée de l'immeuble devient inaccessible et la fumée envahit l'unique cage d'escalier. Une dizaine de locataires décident de remonter les marches pour se réfugier sur le toit. Ils sont persuadés que c'est une issue de secours. Voilà, on était tous coincés ici. C'est nous qui avons arraché ça, quoi. Enfin, pour essayer d'ouvrir là, pour que tout le monde puisse aller sur le toit. C'est qu'on disait qu'on allait mourir, on était morts. On dit c'est fini, on ne voyait plus rien du tout, la respiration coupait. Puis, Pour moi, on allait tous mourir. On allait tous mourir. Parce que ce qu'on respirait, c'était juste atroce, ça piquait. À un certain moment, je vois ma fille qui son visage change. Je lui propose de mourir. Je lui dis, viens, assieds-toi, on ne fait plus d'efforts et arrivera ce qui arrivera. Les circonstances de la mort de Mirella restent floues.
Elle serait décédée quelque part dans la cage d'escalier. Une enquête est en cours. Pour moi, il peut y avoir toujours des gens qui font des pyromanes, qui font des trucs comme ça. Ben, les gens qui habitent là, l'Assemblée devait nous dire comment faire en ce moment-là. Quand il y a ça, vous habitez ici, il y a ci, il y a ça, on devait sensibiliser les gens. C'est leur faute de A jusqu'au dernier moment de cette dame. Franchement, c'est leur faute. Et moi, je mets ça sur la conscience de la mort de cette dame. Je mets ça sur la conscience parce qu'il ne devait pas. La porte que les locataires ont tenté de forcer n'était en fait pas une issue de secours. Dans les bâtiments anciens comme celui-ci, les normes de sécurité incendie sont limitées. Les pompiers considèrent qu'il faut seulement 2 possibilités d'évacuer. À Couillet, la porte d'entrée fait office de première issue de secours, mais était rendue inaccessible par les flammes. La seconde, ce sont les fenêtres, et pas la porte qui mène au toit. Tous les locataires devaient donc rester chez eux et se manifester à leurs fenêtres pour être évacués par échelle. Mais les locataires et la famille de la victime déplorent surtout l'absence d'information de la Sambrienne. Chaque fois qu'il y a eu un incendie dans cet immeuble, précédemment, parce que ce n'était pas le premier, et que les locataires ont eu ce réflexe de sortir, personne ne s'en est jamais offusqué. Et puis, une fois que quelqu'un est mort, on leur dit « Mais en fait, quand il y a un incendie, il ne faut pas chercher à sortir. » Mais ça, moi, ça me révolte. Si c'était le cas, il fallait le dire précédemment. Ils ont eu l'occasion de le dire. Le dire. Donner les consignes d'évacuation aux locataires. C'est précisément ce que les pompiers ont demandé à la Sambrienne après une visite de contrôle en 2020. Nous avons mis la main sur le rapport de prévention. Voici ce qu'on pouvait notamment y lier. Des consignes de sécurité en cas d'incendie seront rédigées, portées à la connaissance des occupants et affichées dans les communs. La sécurité au point de vue incendie ne pourra être considérée comme favorable qu'après réalisation des différents aménagements décrits dans le présent avis. Dans ce même rapport, les pompiers réclamaient aussi d'autres aménagements, comme l'ajout de portes coupe-feu. La Sambrienne les a bien installés, mais les consignes d'évacuation, elles, n'ont jamais été affichées dans les communs ou dans les logements en 5 ans. Ce n'est qu'après l'incendie que le document est apparu dans le hall d'entrée. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, nous avons fait appel à un spécialiste. Adrien Bajard réalise des contre-expertises après des incendies. C'est cette porte-là oui. qu'ils ont voulu défoncer. Oui, c'est ça. C'est quand même du b.a.-ba, c'est quand même quelque chose qui est basique. On est dans un immeuble où résident énormément de familles, énormément de locataires. Ça fait partie des normes, ça fait partie des obligations de la société de logements sociaux que d'informer ses occupants, ses locataires, de la manière dont on évacue en toute sécurité un immeuble en cas de sinistre majeur. Donc on a ici clairement une faute lourde de la part de la société de logements sociaux. La visite se poursuit à l'étage de Mirella, la locataire décédée durant l'incendie. Et un deuxième manquement apparaît clairement. Sa porte est là, et alors le plan d'évacuation à chaque étage. Voilà. D'accord. Oui, donc on peut voir que 7 mois après le sinistre, on a toujours ce plan qui est faux. Donc qui envoie le locataire sur la volée de droite et non la volée de gauche. Donc à droite, on va vers le toit, qui est fermé à clé. Si on suit effectivement ce plan, alors on est piégé. La visite de notre expert s'achève sur une question restée sans réponse. Comment expliquer que la fumée, à en croire les locataires, a gagné aussi rapidement les espaces communs et certains logements? Ces éléments interpellants, nous avons voulu les soumettre au directeur de la Sambrienne pour obtenir des explications. Mais il a décliné notre demande d'interview. Là encore, c'est le porte-parole qui nous a répondu. Alors, il y a eu une visite en 2020, donc les pompiers avaient demandé que les consignes d'évacuation soient portées à la connaissance des locataires. 5 ans se sont écoulés jusqu'à l'incendie et ces consignes n'ont jamais été affichées dans les valves, dans les communs ni dans les unités de logement. Je n'ai pas de réponse.
Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait un schéma d'évacuation qui n'était pas conforme, qui était incorrect? Non, personnellement, je n'étais pas au courant. Et comment vous expliquez que ce plan soit toujours affiché 7 mois après l'incendie? Ne gérant pas ce dossier, je ne sais pas comment l'expliquer. La justice ne s'est pas encore prononcée sur les responsabilités éventuelles de la Sambrienne dans cet incendie. Mais la Société de logements sociaux assure de son côté que les dispositifs de sécurité ont bien fonctionné. Je ne tiens pas du tout à minimiser ce qui s'est passé. On a bien conscience que c'est un des événements les plus dramatiques qu'on a dû affronter. Où, heureusement, dans ce contexte, les équipements de sécurité ont fonctionné. Tant l'alarme incendie qui s'est déclenchée, que les exutoires de fumée, que le compartimentage qui a fonctionné, que les équipements de sécurité ont tous fonctionné. Rien n'est tranché, mais visiblement la Sambrienne se pose quand même quelques questions en interne. Le président du conseil d'administration a demandé à un avocat de se pencher sur la pertinence de licencier l'un des directeurs de la société. Nous nous sommes procuré sa lettre de conclusion. Tout employeur normal et raisonnable pourrait considérer que ces manquements constituent une justification raisonnable à la rupture du contrat de travail. Pour le moment, personne n'a été licencié à la Sambrienne en attendant les conclusions de la justice. Les filles de Mirella, elles, ont déposé plainte contre X et n'avaient pas encore eu accès au dossier d'enquête au moment de l'interview. Quant aux incendiaires, ils courent toujours. Quelques mois après l'incendie mortel de Couillet, une question demeure. Est-ce que pareil drame pourrait se reproduire ailleurs? La Sambrienne dit avoir tiré les leçons, d'autres en doutent. Les locataires mettent en avant un cas précis. En juillet 2025, un pyromane met le feu à une voiture dans le garage de cet autre immeuble de la Sambrienne, un endroit connu pour son insécurité chronique. Les habitants sont furieux. Ce garage, ils voulaient le voir condamné. À la base, il devait être fermé et ça aurait permis aux jeunes qui ont mis le feu à la voiture de ne pas rentrer avec la voiture et de ne pas mettre le feu dans la voiture. Le feu part donc d'un véhicule garé au sous-sol. Mais la porte coupe-feu qui sépare le garage des logements est endommagée. L'exutoire, indispensable pour évacuer les fumées, n'est pas non plus fonctionnel. Et surtout, l'extincteur près du garage est défectueux. J'arrive près de la voiture et à ce moment-là, je me rends compte que l'extincteur ne fonctionne pas. Donc à ce moment-là, je monte à l'étage, je préviens ma famille comme quoi il y a un incendie qu'ils doivent évacuer. Et là, je prends l'extincteur qui est à l'étage, mais une fois que je suis de retour, c'est déjà beaucoup trop fort, impossible de m'approcher du véhicule avec la chaleur, impossible d'y éteindre, c'était trop tard, quoi, en fait. Pour les 14 familles présentes, c'est la panique. Aucun pictogramme ou schéma n'indique la sortie de secours. Une situation encore moins claire qu'à Couillet. En quelques minutes, la fumée s'engouffre dans les communs et intoxique plusieurs locataires, dont une sérieusement. Est-ce que vous avez l'impression que si vous aviez utilisé le premier extincteur et qu'il était fonctionnel, vous auriez pu venir à bout du début d'incendie? C'était vraiment très léger, donc je pense que oui. La RTBF était sur place le lendemain de l'incendie et le porte-parole nous avait donné une interview diffusée en radio. Nous lui avons fait écouter ses propos de l'époque. C'est la réponse que vous avez donnée à notre journaliste de la RTBF après l'incendie à Marché-nos-Ponts. On a eu une porte coupe-feu qui était vandalisée, un extincteur qui n'a pas fonctionné, donc qui était plus que probablement vide. Et ça, c'est des faits qu'on peut imputer au vandalisme et que malheureusement, on ne nous avait pas signalé. Le problème, c'est que nous avons mis la main sur cet email qui prouve que c'est faux. Les locataires avaient bien averti la Sambrienne 3 mois avant l'incendie, photo à l'appui. L'extincteur n'a jamais été remplacé. Je vous signale que des jeunes ont vidé un extincteur dans notre garage au bloc 89. Je joins une photo de l'état du garage. Où explicitement, la locataire explique que des jeunes ont vidé un extincteur. C'était 3 mois avant l'incendie. D'accord, j'admets une erreur de ma part, bien entendu. Je réponds comme je suis en train de le faire maintenant en fonction des informations qui sont à ma disposition, après avoir sollicité mes collègues pour obtenir les informations. Au moment où je vous ai répondu, au moment où j'ai répondu à la RTBF, je n'étais pas au courant de ce mail, je n'étais pas au courant de ce signalement.
Et du point de vue du suivi de la Sambrienne, évidemment, les locataires, là aussi, sont fâchés. Oui. Le fils du locataire est persuadé que l'incendie aurait pu être maîtrisé s'il avait eu cet extincteur. Encore une fois, je ne sais pas commenter la situation d'un point de vue technique. Je ne peux que comprendre les questions qui se posent, mais ne pas me prononcer sur le fond. Nous terminons cette enquête sur un sentiment mitigé. D'un côté, la Sambrienne offre un logement décent à des milliers de familles, malgré le vandalisme et des moyens limités. Mais de l'autre, des dizaines de locataires nous ont partagé leur sentiment d'abandon. Ils nous ont montré que, parfois, le manque de suivi et de réactivité de la Sambrienne gâchait leur quotidien. Lors des derniers jours, nous avons vu des changements. Les locataires espèrent que ce n'est pas un rattrapage et que leur détresse trouvera enfin un écho.